Alors, je m'appelle Alexandra Schwarzbrod et je vis en France, à Paris. Et je suis romancière et journaliste. Et nous sommes le 24 avril 2020, comme vous nous l'avez montré. Bonjour Alexandra Schwarzbrot. Qu'est-ce que Bonjour. vous ressentez aujourd'hui? Écoutez, bizarrement, cette période ne me déplaît pas, ne me déplaît pas tant que ça. J'aime assez ce temps suspendu avec tout qui s'arrête. Alors évidemment, c'est pour les auteurs, c'est pas terrible. Pour les libraires, pour les éditeurs et tout ce secteur-là, c'est terrible. Mais en même temps, je trouve que ça fait aussi du bien de s'arrêter un peu, de s'arrêter de courir et d'avoir un peu de temps pour soi et surtout d'être tous logés à la même enseigne. Votre nouveau roman s'intitule Les Lumières de Tel Aviv aux éditions Rivage Noir et vous avez choisi de mettre en exergue cette magnifique phrase de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld où il dit que la littérature doit concilier les trois temps, le passé, le présent, le futur. Autrement, elles ne sont qu'histoire, journalisme et science-fiction. À présent que nous naviguons dans ce temps sursis, dans ce temps complètement flou, comment est-ce que la littérature reste un ancrage pour vous? Ah ben, plus que jamais, elle est un ancrage. C'est justement aussi le bonheur des moments que l'on vit actuellement, si je puis dire, puisqu'il est aussi accompagné de plein de tragédies. Mais il y a quand même une espèce de bonheur à être obligé d'être enfermé chez soi, à lire. Et vous vous rendez compte, c'est quand même… et on a plus que jamais besoin de lire. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à lire pendant cette période, peut-être parce que leur esprit est trop occupé. Moi, j'ai plus que jamais envie de lire pour essayer, alors soit de m'évader de ce que l'on vit, quand parfois quand même l'angoisse monte ou l'éloignement de certains proches monte, mais aussi pour essayer de comprendre comment on a vécu ce genre de période par le passé, comment on peut le revivre dans l'avenir, enfin pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et finalement, quand on lit, la littérature permet de comprendre que ce genre d'épisode n'est pas unique, qu'il y a eu comme ça dans l'histoire, dans la vie. Il y a eu d'autres moments en suspension comme celui-ci, et ça fait beaucoup de bien aussi de le lire, ça. Vous l'avez rappelé, vous êtes aussi journaliste, vous avez couvert des milliers d'événements. Qu'est-ce qu'il y a le plus incroyable pour vous de couvrir cet événement planétaire qui est la crise du coronavirus? Mais je crois que le plus incroyable, c'est justement ce que j'évoquais, c'est que tout le monde vit la même chose. Parce que finalement, quand il y a un pays en guerre, souvent on voit bien que les autres pays, les autres peuples détournent le regard parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de voir ça. Ils se sentent peut-être soit Alexandra? Alexandra, vous m'entendez? certes pas de la même façon. Je pense qu'il y a des pays Excusez-moi où ça Alexandra, doit ça être plus s'est coupé. difficile que d'autres parce que la misère règne, parce que les gens n'ont pas les moyens parce qu'ils vivent dans des conditions précaires, dans des bidonvilles ou dans des Alexandra, vous m'entendez? Alex angoisses partout sur la planète, qu'on soit puissant, qu'on soit simple citoyen, qu'on soit artiste, qu'on soit salarié, qu'on soit soignant, chauffeur de taxi, tout le monde vit la même chose en ce moment. Parfois, on vous perd au niveau de la connexion internet. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Là, bien, je vous entends, mais c'est vrai que ça s'est arrêté à un moment. Parfait. Vous êtes également directrice adjointe de la rédaction de ce grand quotidien français qui est Libération. Comment est-ce qu'on réalise quotidiennement ou presque justement un journal en plein confinement? Eh bien, avec une partie de l'équipe en télétravail. Et ça, très vite. Heureusement, on a eu un nouveau système informatique installé juste avant la crise et qui nous a permis d'être beaucoup plus efficaces, de travailler en télétravail. Et du coup, c'est vrai qu'on réalise ce journal à Ballard, c'est-à-dire dans les bureaux de Libération. Il y a juste une équipe de 3 personnes, un directeur et 2 chefs d'édition. Tous les autres sont en télétravail. Et donc ça, on y arrive.
On y arrive, on fait toutes nos réunions en visioconférence avec la maquette, la photo. On choisit les unes par visioconférence. Et on a eu très peur au début de ne pas y arriver. Et finalement, ça marche. Et à la limite, même, on est presque plus mobilisé que jamais. On a l'impression que toute l'équipe est sur le pont. Toute l'équipe a envie de faire un journal le meilleur possible, conscient que plus que jamais, les gens ont besoin de lire, de s'informer en ce moment pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, on voit bien que les médias sérieux, hein, ceux qui luttent contre les fake news, ceux qui essayent de décrypter la crise que l'on est en train de vivre, tous ces médias-là sont pris d'assaut parce qu'il y a un vrai besoin d'information, de clarté, de clarification. Puisque même les plus puissants ne parviennent pas à expliquer clairement ce qui se passe. Donc notre boulot, nous journalistes, c'est d'interroger le plus grand nombre des soignants, des chercheurs, des politiques, tout le monde, pour essayer de comprendre ce que nous vivons actuellement qui semble parfois irréel. Et voilà, donc tout le monde est sur le pont parce que justement, ressentant très fortement ce besoin d'information en ce moment. Vous l'avez rappelé, le monde entier ou presque est en train de vivre la même chose, le même événement, ce qui est rarissime. Vous-même, vous avez été correspondante en Israël pendant plusieurs années, un pays qui vous a profondément inspiré puisque vous avez notamment écrit une trilogie sur ce pays, dont le dernier roman dont on parlera. Comment est-ce que ce pays-là affronte la crise du coronavirus? Alors là, c'est très intéressant ce qui se passe en Israël, hein, parce qu'on a vu, alors les simples citoyens, je ne sais pas parce que je ne suis pas là-bas, donc je ne sais pas comment ils réagissent, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette crise du coronavirus a totalement chamboulé l'échiquier politique, hein, puisque Benjamin Netanyahou, l'ex-premier ministre, était en posture délicate juste avant la crise. Il n'était pas sûr puisqu'il n'avait pas gagné les dernières élections. Et on voit bien qu'à la faveur de la crise du coronavirus, il a totalement comment on dit, renverser la table, comme on dit parfois, et il a réussi, sous couvert d'urgence nationale, à redevenir Premier ministre et en retournant totalement Benny Gantz, qui lui avait réussi à gagner ces élections et qui avait peut-être une petite chance de pouvoir composer un gouvernement. Donc, c'est absolument sidérant comme situation et ça montre la bête politique Benjamin Netanyahou, pour qui j'ai très très peu d'estime, mais honnêtement, c'est quelqu'un que rien n'arrête. C'est une bête politique que rien n'arrête et qui fait feu de tout bois, y compris d'une crise sanitaire comme celle-ci. Parfois, la réalité, vous le rappelez, dépasse la fiction. Dans votre dernier roman, vous avez imaginé une dystopie sur Israël qui fait écho à ce qui se passe également aujourd'hui, puisqu'il y a une opposition entre deux mondes dans ce pays, à savoir celui des laïcs que vous avez regroupés dans ce grand Israël que vous imaginez sous le nom des résistants. Ce sont donc les laïcs juifs et arabes qui sont réunis. Et puis, il y a le monde des ultra-orthodoxes. Ce monde-là, justement, à partir de quand est-ce qu'il a saisi l'urgence du coronavirus? Parce que là aussi, c'est un monde coupé de l'autre monde. Ben, on a bien vu que certains ne l'ont même toujours pas saisi, hein, puisque chez les ultra-orthodoxes, beaucoup peinent à comprendre. Enfin, il y a un tel enfermement sur soi-même, un tel rejet de la vie d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, un tel refuge dans le passé, avec un mur mental autour d'eux, qu'on a bien vu ils ont refusé pendant très longtemps, et certains même encore aujourd'hui, de reconnaître la réalité de cette crise. Et surtout, ils l'ont mise utilisant des arguments totalement farfelus, selon lesquels cette épidémie aurait été apportée par les femmes ou par les laïcs, par tous ceux qui ne sont pas comme eux, en fait. Et donc, ça montre l'enfermement de ce monde-là. Et alors, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce roman, c'est que certains s'y accrochent à ce monde-là parce que justement, ils ont peur
d'être noyés dans l'ensemble de la population, de perdre leur spécificité juive, leur culture, leur histoire se perdent et se confondent avec le reste. Et c'est ça qui leur fait peur. Ça, quelque part, on peut l'envisager, mais en revanche, un tel rejet, un tel obscurantisme s'agissant des maladies, s'agissant de la condition des femmes, s'agissant de enfin, autant de thèmes qui nous sont chers, ça, c'est pas possible. On l'a bien vu parce que, en effet, le fait de refuser d'obéir aux consignes sanitaires, ben, ça a sans doute conduit à de très nombreuses contaminations. Vous parliez des murs, c'est vrai qu'il y a les murs géographiques, les murs politiques et les murs mentaux. Et votre roman est aussi un roman sur les murs et sur les frontières. En quoi est-ce que vous redoutez que la crise du coronavirus accentue justement les murs entre les pays, les gens ou les inégalités sociales? Alors, cette crise, bizarrement, on peut imaginer qu'elle installe plein de murs, de nouveaux murs entre les gens, les catégories sociales, mais aussi c'est peut-être une petite chance aussi de faire tomber des murs, parce qu'on a bien vu qu'il y a eu, notamment en France, même en Europe, il y a eu tout un élan de solidarité qui s'est installé et une espèce de prise de conscience, bah, encore une fois, qu'on était tous dans le même bateau et qu'il fallait tous se serrer les coudes et essayer de se battre ensemble contre cette épidémie. Et donc, j'ai l'impression que du coup, l'intolérance a un peu reculé à la faveur de cette épidémie. Et ça, c'est peut-être la petite chance que l'on a. Moi, quand j'ai écrit ce roman, c'était vraiment à une période où les murs pullulaient. Il y en avait de plus en plus, des murs physiques, mais aussi des murs entre les peuples. Hein. On a bien vu en Europe ces dernières années tous ces murs qui se sont construits contre les migrants en Europe, mais aussi entre les États-Unis et le Mexique. Des murs, maintenant, il y en a partout. Et si on suit certains dirigeants nationalistes, il y en aurait, oui, il y en aurait de plus en plus. Donc, cette épidémie est venue pour dire stop, stop, stop au mur. Au contraire, on est tous, on vit tous, on partage tous la même planète, on vit tous la même vie. Et en fait, il faut peut-être faire tomber certains murs pour essayer de s'entraider face à des tragédies comme ça qui n'ont pas été prévues. Et il faut tous se serrer les coudes. Et on voit bien d'ailleurs, ce qui est très intéressant, tous ces chercheurs du monde entier. Il n'y a plus de mur entre les chercheurs. Ils échangent tous. Même les réseaux sociaux qu'on a beaucoup condamnés, et souvent à juste titre, parce que c'est vrai que c'était un déversoir aussi de haine et de rejet. Et finalement, ces réseaux sociaux, ils permettent aujourd'hui aux chercheurs d'échanger leurs informations et peut-être d'accélérer leurs travaux pour essayer de trouver un traitement déjà contre le coronavirus et surtout un vaccin un peu plus tard. Et donc, j'ai l'impression que cette crise, finalement, elle peut permettre de faire tomber plus de murs que l'inverse. Le mot résister est très important pour vous, que ce soit dans votre vie, dans votre carrière et aussi dans ce roman, puisque plusieurs personnages vont être obligés de trouver une résistance intérieure. C'est quoi résister pour vous, Alexandra? Ah ouais, c'est la base. C'est la base, savoir résister. Euh, la vie est quand même, la vie est pleine de bonheur, mais c'est aussi une grande tragédie puisqu'on on perd des gens qu'on aime, on vieillit, la mort se rapproche, on est cerné de tragédies, on voit des guerres, on assiste à des guerres terribles, on assiste à l'arrivée au pouvoir de gens qui ont un ego surdimensionné et qui sont prêts à lancer des guerres pour rester au pouvoir. On voit bien qu'il y a une tentation aussi dans notre époque comment dirais-je, de contrôler les peuples, de contrôler, parfois de les asservir. Et donc, il faut résister à tout ça. Il faut résister à la tragédie, aux tragédies auxquelles on assiste tous les jours. Il faut résister au passage du temps. Il faut résister à la
la montée des nationalistes, des dictateurs, il faut résister à la montée de l'intolérance. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, la montée de l'intolérance, qu'elle soit de tous ordres. Elle est de plus en plus importante, en tout cas, elle était de plus en plus importante ces dernières années. Et je pense qu'il faut savoir résister à ça. Et ça, c'est presque, comment dirais-je, une règle de vie, cet esprit de résistance. Il faut résister pour essayer de faire en sorte que le monde, la planète, ne court pas à sa perte et les citoyens avec eux. Parce qu'on voit bien que ces dernières années, le monde était devenu fou totalement. Et ça, il faut savoir résister contre ça. Votre roman s'intitule Les Lumières de Tel Aviv. Vous qui êtes de nature optimiste, vous aimeriez que quelle lumière s'allume après ce tunnel que nous traversons? Dans le monde ou en Israël? Dans le monde, en Israël ou en vous? Ouais, c'est ça, le partage, la prise de conscience que tout le monde est important. C'est-à-dire que ce soit le soignant, l'infirmière, l'aide-soignante ou l'épicière du coin. Tout le monde est important, tout le monde doit être pris en compte. Et qu'il soit noir, blanc, qu'il soit juif, musulman ou chrétien, qu'il soit, peu importe les religions, peu importe les couleurs de peau, peu importe les pays où l'on vit, que tout le monde mérite une attention et que le rejet de l'autre est la pire chose qui soit. Et quelque part, cette crise, je crois, a provoqué, en tout cas, a fait une petite partie de ce chemin-là. Et donc, j'aimerais que cela reste important comme ça dans le monde. En Israël aussi, forcément, où l'intolérance monte aussi de plus en plus. On voit bien hein, avec le nouveau gouvernement qui est en train de se monter, qui est quand même un mélange de nationalistes et de religieux, et cette volonté d'annexer une partie de la Cisjordanie. Tout ça, voilà, ça fait peur, et je pense qu'il faut savoir résister contre ça. Merci beaucoup, Alexandra Schwarzbrot, et surtout, portez-vous bien. Merci. Au revoir. Au revoir.